Bonjour à tous. Alors, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, c'est un speak-up assez spécial. Déjà parce qu'il n'y a pas les petits fours. Et en fait, c'est un dry run pour le Transformer Day qui aura lieu mardi à Toulouse. Et aujourd'hui, on va vous parler DevOps. Donc on va commencer par faire un résumé simple et rapide du DevOps. On va se poser la question si c'est un métier ou une philosophie. Et en dernier, on va plutôt faire voir une démo d'un projet DevOps dans un cadre concret. Alors le résumé du DevOps, donc faut savoir que c'est fortement inspiré de l'agilité et même on pourrait dire que ça va de pair. Donc on garde le principe CALMS, la culture, donc par exemple l'amélioration continue, favoriser l'innovation, tout ce genre de choses. L'automatisation, on en parlera beaucoup dans le DevOps, donc certains connaissent sûrement le terme genre le déploiement continu, mais on verra que ça peut aller beaucoup plus loin. Le Lean, donc en fait ça c'est le principe, c'est quand même de garder les choses simples. Keep it simple and stupid. Le but c'est aussi d'alléger les process et de faire un focus quand même sur la valeur ajoutée du client. Donc pareil, de prendre son besoin, de prioriser son besoin et de déployer au plus vite le besoin essentiel du client. Donc la mesure, c'est pour pouvoir entre guillemets monitorer tout ça, donc avec des KPI, mais aussi des métriques entre guillemets utiles pour le développeur, mais pas que, aussi pour le client. Toujours avoir en focus le client et le partage. Le partage, c'est aussi, ça c'est par rapport à la philosophie DevOps. Donc en fait, dans les équipes, il faut qu'il y ait de la communication en interne, mais aussi avec le client, ça, pour que l'équipe comprenne au mieux le besoin du client. Donc voilà, il faut vraiment s'orienter client et qualité de service. Donc comme on dit surtout dans l'agilité, il y a un terme qui existe, c'est les individus et les interactions plutôt que le processus et les outils. Alors ça, c'est un terme agile. On verra que dans le DevOps, c'est un peu particulier, parce que bizarrement, on va parler quand même beaucoup d'outils pour pouvoir mettre en place la philosophie DevOps. Donc ça, c'est un graphique que vous avez peut-être déjà vu sur Internet, qui est très connu, qui explique bien un peu le principe de feedback mis en place par le DevOps. Donc le DevOps va de la conception et va même plus loin que la mise en production. On va jusqu'au monitoring. Le but du monitoring va nous servir à faire du feedback et pouvoir rajouter de nouvelles évolutions. Et donc on va travailler ensemble les équipes vont travailler ensemble sur leur projet. Donc comme on voit ici, on voit bien une grosse cassure entre Dev et Ops. Mais le but de faire du feedback, c'est de réduire cette cassure. Alors, ce graphique représente un peu le process mis en place d'une évolution. Donc bon, là-dessus, on parle vraiment d'un point de vue dev, puisqu'on n'a pas parlé de la partie conception, études, tout ça, mais on parle vraiment de la partie, on a une feature, on doit la développer, et le but final de cette feature, c'est de partir en production. Donc ce graphique va nous faire, on va s'en servir comme fil d'Ariane tout le long de ce slide. Alors déjà, DevOps, est-ce que c'est un métier ou pas? C'est quoi? Donc ça part d'un constat, le mur de la confusion. Donc à gauche, un développeur. Donc les développeurs, ils ont on leur demande de faire des évolutions, donc itératives. Et l'Ops, lui, ce qu'il veut, c'est surtout de la qualité de service, la stabilité, entre guillemets, que ça ne bouge pas trop en prod. Donc le problème, c'est que c'est pas surtout qu'ils se comprennent pas, qu'ils parlent quand même la même langue. Le problème, c'est qu'en fait, on leur demande des choses différentes. Mais pourtant, ils travaillent sur le même projet. Donc il faudrait arriver à unifier le même besoin pour les deux équipes. Donc,
un DevOps full stack. Alors, ça, c'est une personne qui est à la fois dev, à la fois ops. Donc, ouais, ça va pas bien dans volte-face. Donc, est-ce que ça existe, un développeur full stack, dev et ops encore, on dit développeur, mais non, système aussi, ça peut être dans les deux sens. Mais c'est comme le full stack en général. Est-ce que ça existe? Un développeur qui sait faire à la fois du front, du back, qui sait tout faire? Je dis pas que ça n'existe pas, il y en a. Mais quand on part sur un projet, il ne faut pas partir sur l'idée qu'on n'aura que du DevOps et qu'une personne pourra tout faire sur le projet, c'est impossible. Par contre, cette personne va pouvoir accompagner les membres d'une équipe pour supprimer ce mur de la confusion. Par exemple, il va pouvoir aussi comprendre les besoins des devs, en discuter aux ops et essayer de trouver en fait des compromis et améliorer le process de déploiement d'une feature. Voilà. Donc, le profil DevOps, est-ce que c'est un métier? Ça reste une philosophie, mais on peut avoir quand même un profil DevOps dans le sens d'accompagnement et après, en même temps, des nouvelles technos. On entend sur Internet des mots comme NoOps. Donc, entre guillemets, c'est pas une évolution du DevOps, mais c'est les outils qui ont évolué et aussi les infrastructures Ops aussi ont évolué. Des technologies comme le cloud ou avec Amazon, Google. C'est vrai qu'entre guillemets, la partie Ops devient transparente puisque c'est eux qui la gèrent. Donc, dans certains projets, en effet, le Ops ne fait même plus partie de l'équipe. Alors, l'histoire d'un projet DevOps. Donc là, on va partir sur le projet démo qu'on va présenter. C'est un projet assez simple. C'est gérer des établissements, leur mettre une description, des images, les gens pourront mettre des commentaires. Voilà, donc un projet vraiment lambda. Et donc, c'est quand même un projet web. Il y aura une base de données pour enregistrer les commentaires et tout. Donc là, on voit qu'on a une partie affichage qui sera sur du web. Donc, ce sera des technologies JavaScript, HTML, un back-end. Donc là, les technos, il y en a énormément. Et donc, pour enregistrer, il y aura de la base de données. Donc, voilà, on voit vraiment que c'est quand même une partie assez globale. Les contraintes, donc, ce serait la résilience aux pannes, puisque, comme on a dit, l'Ops, lui, ce qu'il veut, c'est que son produit soit stable. Mais par contre, pour faire plaisir aussi aux devs, il faut pouvoir mettre à jour facilement et, encore mieux pour l'Ops, de manière sans interruption. Un peu comme ce que font les GAFAM. Quand Google se met à jour, il n'y a pas une interruption des services Google. Ça reste transparent pour l'utilisateur, on voit de nouvelles fonctionnalités arriver, pas tous les jours, mais souvent quand même. Et pourtant, aucune interruption de service. Donc on va essayer d'arriver à ce résultat-là. Donc pour ça, on a choisi quand même des solutions cloud, parce que c'est aussi des technos à la mode. Et le but pour le DevOps, c'est qu'on a besoin de mesurer, de mesures en général. Donc mesures de performance, mais aussi des statistiques d'usage de l'application, pour savoir si notre feature a bien rempli son besoin. Alors pour ça, on va avoir une équipe en charge du projet. On est parti sur des feature teams, puisqu'on avait dit qu'on avait des devs et des ops, mais surtout même dans la partie dev, on va encore la découper. Donc ça, c'est plus ce que j'appelle des capability teams. Comme je disais tout à l'heure, un développeur full stack, c'est très compliqué. Et alors des fois, ça me fait même rire parce que je vois des développeurs full stack Angular. Donc je vois pas ce que veut dire full stack là-dedans. Un développeur front, il sera très bon en front, mais il peut être médiocre en back. Un développeur back, ce sera la même chose. Le front, c'est pas son domaine. Sachant qu'en plus, pour le back-end, on aura plusieurs technologies différentes. On peut choisir du PHP, du Java, du C++, ainsi de suite. Voilà. Donc, un développeur Python, forcément, c'est pas le même il ne va pas bosser aussi facilement sur un projet en C++. Donc, les teams vont être découpés en deux parties, le front-end, le back-end. On aura une partie validation aussi. Un DevOps.
qui va justement s'occuper de tout ça, et la partie opérateur. Opérateur, alors là, sur ce projet-là, on ne va pas l'avoir, puisqu'en fait, on est parti sur du cloud natif, c'est hébergé sur du GCP. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'Ops qui doit gérer des machines physiques qu'on n'a pas besoin de DevOps. Ou on a aussi besoin d'un Ops dans tous les cas pour gérer toute la partie système et même ces technos qu'il connaît. Donc sur ce projet-là, on est parti sur du microservice. Alors ici, c'est le découpage en repository de notre projet. On a une partie lib, donc là, c'est pas un service à part entière, c'est la librairie qui peut être partagée par tous les services de manière à garder qu'on puisse réutiliser certaines fonctionnalités entre tous les services. La partie front-end, donc ici, la partie front-end est développée en Angular, du TypeScript, technologie très connue. Le back-end, donc pour le back-end, j'ai 3 services, Pictures, Comment et Establishment. Ces 3 services sont écrits en Quarkus, c'est un framework Java. Charts, cette application-là va nous faire de la tempétisation de nos services en production. C'est mchart, donc en fait mchart c'est un outil qui va nous permettre de faire des templates pour déployer sur des clusters Kubernetes. Un cluster Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs Docker. C'est ce qui est utilisé dans toutes les technologies cloud pour avoir des clusters Kubernetes publics chez Google, Amazon ou Azure. Mais aussi, vous pouvez utiliser cette technologie en interne et avoir un cluster Kubernetes privé. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Autodeploy, là c'est un petit projet écrit en Bash. Et lui, c'est ce qui va faire les scripts d'automatisation. Voilà. Le principe de ce découpage, il y en a plusieurs. Mchart et Autodeploy vont nous permettre, entre guillemets, de cacher en mode boîte noire le processus de déploiement. Ainsi, un développeur qu'on soit développeur front-end avec une techno Angular ou back-end avec du Java, on aurait même pu prendre du Python ou autre chose. Le principe de déploiement, c'est une boîte noire. On a besoin de créer une image Docker. Le reste, entre guillemets, c'est transparent. Le principe aussi des microservices, ça apporte plusieurs choses. Donc, ça va vous permettre de pouvoir déployer une feature de manière complètement indépendante, sans risque de régression, puisqu'on ne touche pas aux anciens services. L'autre avantage que vous allez avoir, ça va être pour la maintenance du projet, son évolution future. En effet, on voit que les langages évoluent beaucoup, surtout Java dernièrement. On est resté très longtemps sur la version Java 8. Là, ça arrive, je crois qu'on est bientôt à la 15. Et la 11 est c'est la version LTS, il me semble. Et pourtant, on voit encore des projets en Java 6, ainsi de suite. En fait, c'est quand on était sur des applications monolithiques, on démarrait un projet avec la version courante du langage. Par exemple, PHP 3. Si le projet évolue en fonctionnalité, ça devient très coûteux de mettre à jour, de faire évoluer son code en fonction du langage. Et surtout, c'est que ça n'apporte aucune valeur au client. À part peut-être un peu de sécurité et de maintenabilité future, mais ça n'a aucune valeur ajoutée au niveau fonctionnel, tout ça. Donc, faire du microservice, entre guillemets, on va faire des applications super simples. Et à chaque fois qu'on fait une micro-application, on utilise toujours la dernière version du langage. Ce qui va permettre de pouvoir évoluer, de ne pas prendre un langage pour ses contraintes. De plus, on va pouvoir aussi, un microservice doit répondre à un besoin. Ce besoin, on va prendre par exemple, on va voir quel langage répond au mieux à ce besoin. Par exemple, c'est parser un fichier texte avec des expressions régulières, c'est vrai que Perl est très bien adapté à ça. Mais pour faire une application web, c'est peut-être pas le meilleur de tous les langages.
Alors, c'est dans l'autre sens. Donc revenons sur notre fil d'Ariane. Nos features sont prêtes et tout. Là, on va passer la phase développement. Dans la phase développement, la première chose, c'est pas d'écrire des lignes de code. C'est d'avoir un environnement de développement. Où est-ce qu'on pourra écrire nos lignes de code? Alors, on l'oublie souvent, mais ça se sent beaucoup sur les équipes où il y a énormément de turnover. En général, un développeur, déjà, il passe 3 jours à installer son environnement, le configurer, tout ça, mettre les plugins qu'il faut. Et surtout, c'est que s'il y a du turnover, il va passer d'un projet à un autre qui, même s'il utilise le même langage, n'utilisera pas la même version. Reprenons l'exemple de Java avec des projets qui sont encore en Java 6 ou 7. Et actuellement, on est sur du 8 ou du 11. Donc, ça devient compliqué de devoir désinstaller, réinstaller, mettre plusieurs versions de Java. C'est voilà. Ensuite, le fait de rapidité, perdre 3 jours, c'est pas non plus convenable pour développer des fois une feature, ce qui pourrait prendre une journée de développement. Ça fait augmenter le coût du projet. Et le dernier point, c'est la reproductibilité et la qualité de l'environnement. Alors, la qualité de l'environnement, on va dire que chaque projet a entre guillemets ses règles, et on aimerait surtout c'est voir que ces règles continuent, même si les développeurs changent. Chacun a sa méthode d'écriture. Il y en a qui ils utilisent des tabulations à la place des espaces, ainsi de suite. Et des fois, combien de fois dans les merge requests, on voit des diffs de code où en fait les 3/4 du diff, ce n'est pas du code, c'est juste que les espaces ont été remplacés ou des trucs comme ça. Donc c'est de la pollution visuelle et qui ralentit le process de validation, qui le ralentit et qui le complexifie. La reproductibilité, c'est partir du principe que enlever l'idée de ça marche sur mon poste, donc c'est pas moi le problème. Si en prod ça marche pas, le problème est ailleurs. Donc pour enlever ce problème-là, la solution la plus simple, ce serait d'avoir un environnement de production sur nos postes de dev. Voilà, donc c'est arriver à simuler cet environnement de production le plus tôt possible. Donc plusieurs solutions existent. Et donc Docker, tout le monde connaît Docker. Voilà, donc Docker, c'est la conteneurisation va nous permettre surtout de reproduire au plus proche possible l'environnement de production. Par exemple, si on va prendre un projet en PHP, les développeurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils commencent? Ils installent WAMP, c'est magique, ça installe Apache, MySQL et PHP. Bon, le problème, c'est que ça installe toujours les dernières versions. En production, je suis peut-être pas en PHP 7, je suis en PHP 5. J'ai peut-être une version différente de MySQL, ainsi de suite. Docker va nous permettre surtout d'avoir un environnement de développement avec ses dépendances, tout avec la même version que pour la production. L'autre avantage qu'il va y avoir aussi, c'est que quand je dois faire une montée de version de mon service ou d'une de ses dépendances, je vais pouvoir la tester le plus tôt possible dans l'environnement de développement. Coder et AWS Cloud9, ce sont des web IDE. Alors les web IDE, ça a l'avantage de déporter l'environnement de développement. On n'est plus sur des postes de dev, tout est décentralisé. Donc je change de PC, je récupère mon projet avec ses plugins, toute son interface exactement comme avant. Donc ça c'est pratique. Mais ça reste quand même, ces deux-là restent vraiment orientés IDE. Et le dernier, c'est EclipseC, c'est le logo en haut à gauche. Alors là, c'est un peu plus costaud. C'est l'installer pas pour un environnement personnel, c'est vraiment pour quand on veut le mettre en place sur une grosse infrastructure, qu'on va unifier l'environnement de développement pour tous les développeurs. Le principe, c'est un cumul des deux systèmes. On a un web IDE
Et en plus, ce Web IDE est hébergé dans un cluster Kubernetes distant. Donc les ressources ne sont pas chez vous, elles sont vraiment distantes. Et en même temps, vous allez pouvoir demander de lancer des services, des conteneurs Docker distants dans le cluster Kubernetes. Donc si dans votre projet, vous avez besoin d'une version de MySQL, tout ça, chaque développeur va pouvoir lancer ses instances comme elle veut. Dès qu'elle ferme sa session, toutes ces instances sont coupées. Dès qu'elle redémarre sa session, ces instances sont relancées exactement, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais même si ces solutions sont très bien, elles ne répondent pas vraiment à tous mes besoins. En fait, ce que je veux aussi, c'est que si je reprends mon projet dans 5 ans, un projet qui a été abandonné, qui était terminé, qui était stable et qui est en production pendant 5 ans, n'a pas eu d'évolution. 5 ans après, le client me demande de faire une évolution. La version de Java ou de PHP a vraiment évolué et ça devient très compliqué de récupérer un environnement de développement à l'instant T où je l'avais, le même environnement de développement à l'instant T où je l'avais commencé. Donc ce qu'il nous faudrait, ce serait vraiment versionner cet environnement de développement. Et c'est là où on va parler d'environnement as code. Le principe, c'est de coder cet environnement de développement. En fait, ce qu'on va faire, c'est surtout le décrire. Donc là, c'est un petit exemple. Donc, ça utilise Microsoft Visual Studio Code. C'est un produit open source. Donc, on va ouvrir le projet front-end. Et si vous voyez en bas à droite, il va nous proposer de l'ouvrir en mode container. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va charger toutes les dépendances. Donc, vous allez voir ici. Donc ici, il charge mes services back-end, une base de données, voilà, tous les services dépendants sont faits. Ensuite, il va builder mon conteneur Docker qui est mon environnement de développement, avec la version de... Donc là, c'est du Angular, donc la version de Node.js dont j'ai besoin, vraiment. Donc même, je reviens dans 10 ans, ça ne change pas. Donc pour y arriver, il faut un dossier dev container avec le Dockerfile. Celui-ci va décrire votre environnement de développement, ce que les développeurs ont installé entre guillemets chez eux tout le temps. Le Docker Compose va mettre mes dépendances, va décrire mes dépendances. Donc là, une base de données. J'ai 3 services back-end, donc on voit que c'est lié au même projet, Establishment, Picture et Commence. Et là où c'est très fort, c'est ici. On va pouvoir même décrire les extensions dont on a besoin. Pour un projet, donc là c'est du Angular, c'est très bien, j'ai besoin des plugins pour faire fonctionner Angular, tous ces modules-là, mais je peux aller encore plus loin au niveau de qualité de code. Je veux un linter pour Angular, et je veux configurer ce linter pour mon projet. Voilà, que les règles d'indentation, c'est arbitraire, mais ça a été décidé, c'est des espaces. Très bien, on le met dans la config, on installe le plugin, on le met dans la config, et tous les développeurs auront cette règle. La règle peut changer sur un autre projet, ce sera la règle de l'autre projet qui reprend. L'autre avantage que ça a aussi, c'est que le développeur n'a rien installé, à part VS Code et le plugin Remote Development. Toutes les extensions qu'on a listées pour le projet ne sont pas installées sur le poste du développeur, elles sont installées dans le conteneur Docker. À la destruction du conteneur Docker, ça supprime aussi les extensions. Rien n'est installé sur le poste de développeur. Même Git. Ça permet aussi de résoudre des problèmes, par exemple, de droit admin, ou des fois le développeur est bloqué. Là, tout est cloisonné dans un conteneur Docker. Maintenant qu'on a notre environnement de développement, qu'on a fait notre développement, on va passer à l'étape suivante, c'est la partie intégration continue. Pour la partie intégration continue, il y a des acquis qu'on a sur tous les projets. Et voilà, c'est par exemple l'intégration continue, il y a toujours un système de build, on lance toujours les tests unitaires. Voilà. Par contre, on va aller un peu plus loin. La qualité, la sécurité, tout ça. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un peu l'affaire de tous. C'est
l'affaire par exemple de l'utilisateur final. D'ailleurs, même à la télé, ils le disent, faites attention quand vous allez sur un site web, vérifiez bien qu'il y ait la clé verte, ainsi de suite. Quelle que soit votre société, quand vous embauchez, on vous forme à la sécurité en disant portez un badge, machin, ainsi de suite, ne mettez pas une clé USB que vous avez trouvée par terre, tout ça. Et en tant que développeur, on est aussi sensibilisé. On fait sensibiliser à la sécurité dans nos process de développement. Par contre, c'est pas un process naturel. Et dans le sens où peut-être que dans quelques années, dès l'école, les développeurs apprendront la sécurité, la qualité de code, tout ça. Je pense pas que ce soit encore le cas. Et donc, la sécurité, c'est plus quelque chose qui nous est imposé, parce que ça n'apporte aucune feature au client, et ça rapporte plus de contraintes aux développeurs que de facilité. Donc, pour que cette sécurité soit acceptée par les équipes, et en même temps qu'ils garantissent une qualité de vos applications, il faut l'automatiser. Il faut qu'elle devienne transparente. On ne doit pas la subir. Alors, il existe beaucoup d'outils pour ça. Donc, à S2I, nous utilisons surtout SonarQube, Dependency Check et Checkmarks. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... par exemple, nous, on a développé un outil qui permet d'intégrer ces outils-là en 3 lignes de code dans un projet. On n'a rien à configurer, tout est automatique, voilà. Donc, le but, c'est que pour le développeur, il n'y ait pas vraiment d'excuses à dire, ou même pour le client, il n'y ait pas vraiment d'excuses à dire oui, on ne le prend pas, ça risque d'être compliqué, de coûter cher. Non, faut le... Et en même temps, sur la partie agilité, c'est important parce que ça nous fait par l'amélioration continue. Voilà, la qualité, quand on a des blocages remontés par SonarQube ou la sécurité, ça implique tout le monde si on le met dans le process de l'intégration continue. Ça implique surtout le développeur. C'est lui qui va voir le message d'erreur en disant tu as fait une erreur à telle ligne, et en plus il y a le message pour lui expliquer comment corriger l'erreur, même pourquoi. Donc ça fait vraiment partie du process d'amélioration continue, et le développeur entre guillemets s'auto-forme sur ces process-là. Donc là, on va repartir sur notre projet démo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une évolution. Donc cette fois-ci, ça va être sur le back-end. Et on va prendre un process complet. On a notre application qui fonctionne maintenant. Ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter une feature à notre application. Donc, pour ajouter une feature, bien sûr, en général, c'est toujours demandé par le client, tout ça. Donc, en fait, il y a le principe de ticketing. Donc, c'est pas le développeur qui se fait lui-même sa feature, mais pour la démo, ça suffira. La feature sera très compliquée. C'est un Hello World. Voilà. Je crée une feature. Retenez bien, c'est l'issue numéro 7. Ça aura son importance pour plus tard. Donc, je retourne dans mon IDE, je crée une nouvelle branche, 7-quelque chose, donc là je fais 7-hello. Je vais faire ma modification. Voilà, je suis pas très rapide. Voilà, donc ici, on est sur une application, c'est une API REST écrite en Java. Voilà. Donc je vais recréer un nouveau point d'entrée à cette API REST pour faire hello et après un paramètre world. Et on va rajouter un défaut de sécurité sur ce paramètre world. Donc vous pouvez voir aussi, il y a écrit API response et operation qui est un summary say hello. Alors tout ça, c'est de la documentation. C'est la documentation Swagger. On en reparlera un peu plus tout à l'heure, mais la documentation doit aussi faire partie du code. Partez du principe que c'est la philosophie Everything as Code. La documentation sur des documents au format doc ou docx,
Ça pose problème puisque c'est des documents de type binaire et on ne peut pas faire de diff sur ces documents-là. Si cette feature est enlevée, on doit faire un rollback. On rollback aussi la doc d'utilisation et ainsi de suite. Voilà, donc là, j'ai pushé, j'ai fait un merge request, c'est parfait. Et donc là, ça a déclenché un pipeline. Ce pipeline, donc c'est mon intégration continue, on va le voir, il est sur plusieurs étapes. Donc j'ai un build et j'ai la partie test où je fais la code qualité, les dépendances, je check les licences et SAST, c'est l'analyse statique de code pour les failles de sécurité. Donc dès que le pipeline se termine, automatiquement, mon système d'intégration continue va me retourner un rapport. Bon, déjà, le build est chaos et les tests ne passent pas. Mais vous avez remarqué, j'ai ajouté une fonctionnalité, un hello world, mais je n'ai pas rajouté de test. Donc si je rajoute une fonctionnalité mais que je ne la teste pas, forcément, mon build est success. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier qu'au système de build. On ne peut pas avoir confiance en un développeur. Donc là, j'ai mon rapport avec les failles de sécurité. On va cliquer. Donc déjà, c'est un développeur qui ne teste pas. Et en plus, il rajoute des failles de sécurité. C'est pas bien. Donc là, on a le rapport de failles de sécurité. Donc là, c'est parce que j'ai rajouté un nouvel endpoint. C'est le dernier. Voilà. Après, donc ça, c'est le rapport de sécurité global. Je peux avoir aussi... lié à ce merge request, j'ai license compliance detection. Donc pareil, sur certains projets, on a des contraintes au niveau des licences. Par exemple, il y a certains clients qui refusent d'utiliser la licence GPL. Donc il faut pouvoir aussi tester ce genre de cas. Donc c'est parfait. On a, là c'est les licences, on a le rapport complet. Donc là, on a toutes les licences qui sont utilisées et on peut mettre par exemple des fails sur les licences. Vous pouvez aussi aller plus loin, donc ce que je disais, hein, c'est scripter, envoyer des messages carrément dans les commentaires. Alors les messages dans les commentaires au niveau de GitLab, l'avantage c'est que ça oblige une intervention humaine pour chaque erreur ajoutée. Donc là, en l'occurrence, il y a deux cas possibles. Soit le développeur reprend son code et repush, automatiquement le message disparaît, et il y en aura un nouveau qui apparaîtra s'il refait encore des erreurs. Soit ça peut être un faux positif. Et donc dans ce cas-là, il y a un acquittement par un être humain qui acquitte en disant oui, c'est normal. Donc là, pareil, ça c'est vraiment très pratique pour vraiment mettre un côté bloquant au problème de sécurité ou au problème de bug. Là, si on voit ici, le problème, c'est pas de la sécu, c'est du bug. On est sur un null pointer exception. Voilà, donc c'est un futur bug potentiel en production. Alors, l'étape la plus connue, le déploiement automatique. Ce qu'on appelle beaucoup infrastructure as code. Donc, le principe, c'est d'automatiser la production, mais pas que. Le fait de l'automatiser, c'est que ça sécurise le process de déploiement. Moins il y a d'intervention humaine, moins il y a d'erreurs humaines. Après, donc il y a plusieurs solutions. Donc déjà, Chef et Ansible, ça c'est des solutions qu'on utilise pour les systèmes traditionnels, où on va, entre guillemets, faire des scripts sur des machines virtuelles existantes. Voilà. Et vous avez des systèmes un peu plus évolués. Donc là, on voit Docker. Les autres systèmes, entre guillemets, sont un peu comme ces étangs de Docker. On va commencer par Terraform. Terraform, le principe, c'est que dans votre intégration continue, c'est l'équivalent de Docker, mais pour de la machine virtuelle. Dans votre intégration continue, au lieu de créer une image Docker, vous allez créer une VM. Dans votre VM, vous allez mettre votre programme, ainsi de suite, toute la conf. Votre VM, elle est idempotente. Vous n'y touchez plus après. Si vous devez faire un rollback, c'est pas compliqué. Vous supprimez la VM, vous mettez l'ancienne. Si vous devez faire une mise à jour, vous mettez la nouvelle VM et vous supprimez l'ancienne. D'accord? Donc le principe, c'est on crée une VM pour chaque build et on ne touche plus à la prod. Maintenant, Kubernetes et Helm.
Les deux vont ensemble. Kubernetes, donc je disais tout à l'heure, c'est un orchestrateur de conteneurs Docker pour les systèmes cloud. Alors ça a pas mal d'avantages. Premier avantage, c'est que comme on est sur du conteneur Docker, c'est facile de reproduire cet environnement. En fait, c'est une image Docker, donc l'image Docker, on peut facilement la faire tourner en dev pour avoir un environnement isoprod, à faible coût. L'autre avantage par rapport à Terraform où on livre de la VM, c'est qu'en fait, Kubernetes nous simplifie la vie. Notre environnement de développement ne contient que du métier. Quand on développe un projet, il est souvent pollué par de la technique. Par exemple, si on veut faire un système traditionnel et qu'on veut de la haute disponibilité, va nous falloir déployer des load balancers, pas mal d'outils qui vont nous complexifier la vie. Sur Kubernetes, toute cette partie technique, elle est cachée. Elle est dans Kubernetes. Et le développeur se concentre sur le métier. L'autre avantage aussi que ça va avoir, c'est par exemple si on prend le cas de Helm. Si je veux faire un déploiement à chaud, sans interruption de service, je lance ma VM N+1, dès qu'elle est démarrée, je coupe ma VM N, donc la précédente, et je fais une redirection réseau. C'est déjà un peu compliqué. Sur Kubernetes, vous vous occupez pas de ça. En fait, par défaut, Kubernetes a un système de rolling update. Donc c'est ce qu'on a mis en place sur ce projet-là, où en fait, il va faire pareil, mais avec des conteneurs Docker. Mais comme les DNS sont basés sur les services, on n'a pas cette notion de réseau, de complexité, tout ça, on oublie. On se contente que du métier. Voilà. Donc, l'important aussi, quelle que soit la solution, c'est l'idempotence. L'idempotence, c'est hyper important. En fait, c'est si je redéploie exactement la même chose, si je relance mon même script, je dois avoir exactement la même chose. Rien n'a changé. Le hash de mes machines, c'est exactement pareil. L'idempotence, c'est pratique parce que, par exemple, si je dois lancer un serveur de recettes à S2I, qui a ses solutions, par exemple, chez S2I, on utilise Ubuntu, et chez Thales, vous utilisez CentOS. Donc là, l'idempotence est un peu compliqué. Un système comme Kubernetes peut simplifier les choses avec Docker. L'idempotence, c'est si je veux déployer sur un cluster Kubernetes à S2I, avec les solutions S2I, et que pour la recette, si je redéploie ce même fichier chez Thales, qui est sur une autre solution de Kubernetes, le résultat doit être exactement le même. Donc l'idempotence est très importante. Alors, oui, je suis dans le mauvais sens. Donc là, on repart. Donc là maintenant, c'est Documentation as Code. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, on a des solutions. Donc par exemple, ici en vert, c'est OpenAPI et Swagger. Donc ça, c'est pour documenter vos API REST. D'Oxygen, c'est un outil par exemple pour documenter votre structure de code. Voilà. Vous pouvez aller beaucoup plus loin aussi en documentation. Il y a le format Markdown qui est très à la mode. Il est simple à lire. Et il peut servir pour beaucoup de solutions. À la fois comme documentation de votre projet, d'un point de vue dev, mais aussi documentation d'utilisation. Le but de faire ça, après on pouvait même, si vous faire des trucs encore plus jolis, vous pouvez faire du latex, un peu plus compliqué, mais ça fait des jolis rapports. Le principe, c'est juste que votre code, enfin votre documentation, c'est du code. Après, derrière, si vous voulez générer un PDF, un fichier HTML ou un .doc, voilà, vous pouvez. Par contre, la solution que vous allez prendre à la base, elle doit être versionnable, facilement. Tout doit être versionnable et on doit pouvoir faire des rollbacks, revenir en arrière, voilà. Donc, nous avons fini la partie pipeline et on a attaqué la partie, on a fait même la partie production. On a livré notre code, on a livré la documentation, voilà, on est parfait. Là, il me manque une étape.
Il me manque une étape parce qu'en fait, dans le code que j'ai fait, les tests sont passés, tout est nickel, mais est-ce que j'ai rempli le besoin du client? Qui c'est qui a vérifié ça? Personne. Et donc, alors, par exemple, si je peux donner en merge request à mon collègue, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le code source, le builder et refaire le test chez lui. Peut-être même plus simple, juste, il va lancer l'image Docker et tout. Mais qui sait qui peut le mieux répondre que le client lui-même? Voilà. Et surtout, c'est que même ce process déjà de validation est très lourd. Donc ce qui nous manque, ce serait les review apps. Le review app, c'est pas compliqué. On arrive à livrer automatiquement, en recette, en production. On pourrait aller encore plus loin. Si on crée un environnement de recettes pour chaque merge request, pour chaque features. Comme ça, on pourrait valider indépendamment une feature sans même être technique. On pourrait, voilà, au clic, on teste vraiment l'application à chaque fois, sans rien installer, sans pas avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur son poste ou quoi que ce soit. Donc, voilà, mise à disposition d'un environnement à la volée par branche. Les validations, surtout, c'est qu'elles sont isolées. On n'est pas pollué, on ne va pas demander au client, par exemple, quand on lui demande de dire bon, tu vas tester la recette, parce qu'elle est à jour, on a fait plein de merge requests. Il est entre guillemets pollué par toutes les features. Pareil, si on voit un bug, quelle feature a introduit ce bug, tout ça, c'est assez compliqué. Là, on va tester simplement fonctionnalité par fonctionnalité. Si on fait l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir accélérer votre process de déploiement de production. Votre features n'a pas besoin d'attendre 50 000 features pour partir en prod. On sait faire des déploiements automatiques et rapides. Alors, rien de mieux qu'une démo. Une démo. Ah. Donc, on reprend notre merge request. Il a été déployé et ici, on voit le view app. Donc, on clique sur le bouton. C'est quand même assez simple. Et on arrive directement sur notre documentation Swagger. Donc là, la personne va pouvoir tester. On a ici la fonctionnalité Say Hello. On l'essaye. Donc là, c'était une présentation que j'avais faite pour Rennes, donc c'est pour ça qu'il y a écrit Hello Rennes. Et on l'exécute. On voit le retour. Hello Rennes, nickel, c'est parfait, donc ça fonctionne. Ce qui est important surtout, c'est qu'on va zoomer un peu pour que vous puissiez voir le nom de domaine qui a été appelé. 7-hello, si vous vous rappelez bien, c'était le nom de notre branche. .review, le nom de domaine de mon application. S2I, Transformer Day, DevOps. Voilà, donc là, facilement, juste avec des sous-domaines, j'ai créé des environnements dynamiques. Cet environnement va être détruit, soit si le merge request est close et refusé, soit si le merge est accepté, et là, dans ce cas-là, on passe à un nouveau déploiement, le déploiement en recette, et ainsi de suite jusqu'à la production. Donc, là, il nous manque une étape, parce que là, on est parti en production. Mais comme on a dit, c'était surtout des boucles, des feedbacks. Et ces feedbacks, il va falloir savoir ce qu'on dit dans un feedback. Qu'est-ce qu'on retient de notre développement qu'on a fait, notre features. Donc pour ça, on va récupérer des métriques. Donc ça peut être des performances, les logs. Le tracing très important, on l'oublie souvent. Alors le tracing, c'est très utile dans les microservices. Quand on a une requête client, une requête HTTP par exemple, on veut savoir le chemin parcouru par cette requête. Par exemple, là pour un système simple, c'est pas compliqué, c'est mon service back-end et ensuite la base de données. Mais dans des systèmes microservices, la requête peut boucler, partir sur un service externe, ainsi de suite. Et en fait, on veut savoir où sont mes lenteurs, où sont mes points de faiblesse, ainsi de suite. La gestion des alertes, ça c'est entre guillemets, c'est du DevOps aussi. On récupère des métriques et on automatise des tâches. Par exemple, vous pouvez récupérer toutes les erreurs 500 de production et remonter une issue automatiquement dans GitLab en utilisant l'API GitLab. Voilà. Donc ça, c'est automatiser ce genre de tâches et être notifié de certaines informations. Donc là, sur ce cas-là, nous sommes sur du Kubernetes, donc j'ai pris une solution plutôt simple qui est intégrée nativement dans Kubernetes.
c'est le monitoring Prometheus. Prometheus, c'est une base de données qu'on utilise pour tout ce qui est les métriques. Et l'affichage, et j'utilise là dans ce cas-là, c'est GitLab, nativement. GitLab, c'est gérer les rapports Prometheus. Et vous allez avoir aussi un autre exemple pour les logs. Donc là, ça c'est du Kibana. Voilà. Utilisez toujours, Kibana c'est pour la stack ELK, et utilisez toujours des outils graphiques pour les métriques. Alors déjà parce qu'en fait ça n'intéresse pas que le développeur ou l'ops, ça intéresse vraiment tout le monde. Tout le monde est impliqué dans le projet. Et en premier lieu, le client. Donc une métrique visuelle, il va pouvoir le lire, l'interpréter, plutôt que des lignes de code, c'est quand même plus agréable. Et surtout, c'est que même pour vous, visuellement, vous pouvez voir qu'est-ce qui pêche. Là, par exemple, ici en orange, on voit de suite, ça sort du lot. Donc si vous avez à investiguer en voyant une page comme ça, vous voyez directement ce qui sort du lot. Et vous investiguez sur cette donnée-là, sur ce time-là. Voilà. Donc on va faire encore une petite dernière démo, montrer les métriques, parce que là on a utilisé des review apps. Les review apps, en fait, ça va aussi nous permettre d'intégrer ces systèmes de métriques pour ces environnements dynamiques. Donc on va pouvoir voir si dans mon évolution, dans ma feature, j'ai amélioré ou j'ai réduit les performances. Donc pour chaque environnement, on peut récupérer les métriques. Donc là, on voit bien ici l'environnement review, set, hello. Et donc là, j'ai les métriques. Donc là, c'était le déploiement. Ah non, c'est les requêtes HTTP, ça. Donc là, c'est bon, c'est du 200, ok. L'utilisation CPU, la mémoire, et la mémoire par pod. Voilà, donc ça, ces métriques. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi les comparer par environnement. Et vous pouvez, par exemple, faire un déploiement, et après le déploiement, lancer un script de bench, qui est le même pour chaque environnement. L'avantage, c'est que vous connaissez à peu près le temps moyen de ce bench que vous avez écrit. Vous allez pouvoir voir si ce déploiement-là, cette feature-là, a réduit les perfs. Donc, pour conclure, alléger au maximum, alors le process, ça c'est sûr. Le process, c'est surtout, on peut l'alléger, mais l'automatiser. L'amélioration continue, c'est hyper important. Et quand je dis amélioration continue, c'est vous allez voir à la fois sur votre process, là où vous avez eu des lenteurs. Donc, qu'est-ce que je dois automatiser dans mon process? Ça peut être aussi dans le fait où j'ai eu des problèmes en production et qui sont passés à travers tout le système de sécurité que j'ai mis en place. Voilà. Donc, vous allez en prendre connaissance. Et à chaque fois, vous allez dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour que ça n'arrive plus? Cette idée-là, c'est pareil pour n'importe quel bug, en fait. C'est comme quand on a un bug en production, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le test unitaire qui va avec, comme ça, il ne reviendra plus. En fait, il faut faire ce process-là, cette démarche-là, il faut la mettre en place à plus grande échelle. Il faut la mettre en place sur tout le projet, sur tout le process complet. Même si la philosophie agile, c'est de mettre en avant l'humain et l'outil, utilisez quand même les outils. Ils vont vous simplifier vraiment la vie. Ils vont, voilà, et puis c'est quand même, il y a pas mal d'outils qui sont super bien faits et que voilà, ça évite aussi de réinventer la roue à chaque fois, de partir quand même sur des systèmes qui sont quand même éprouvés. Et continuer à travailler sur la culture, alors là, en faisant des feedbacks, énormément de feedbacks, beaucoup de rétrospectives. Les métriques, franchement, il y a comme beaucoup de projets où je vois, par exemple, on a mis en place des logs, c'est super, mais personne ne les regarde. Les métriques, c'est quand même important. Et ces KPI-là, elles vont vous permettre de voir, d'anticiper aussi les problèmes. Voilà. Donc après, vous allez même peut-être pouvoir, avec ces KPI, vous préparer aussi pour le DevOps de demain. Par exemple, introduire du machine learning ou du big data sur ces logs. Vous avez énormément de données, de métriques. Voir qu'est-ce que vous pouvez faire, utiliser peut-être du
du big data pour automatiser encore et encore des tâches qui actuellement sont toujours manuelles. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous avez le projet à cette adresse où vous pouvez flasher le QR code ici présent. Merci pour tout.